Bien, bonjour à tous. Donc, une nouvelle vidéo bilan de fin de chapitre qui va porter sur le chapitre du corps durant un effort physique. Alors, tout d'abord, pour effectuer une activité physique, que ce soit de la course, de la musculation, un sport collectif ou bien même du tennis de table, il y a nécessité d'utiliser des cellules musculaires qui vont se contracter. Et tout ça, ça va demander de l'énergie. Donc on va chercher à savoir comment est-ce que l'organisme fait pour produire et gérer son énergie durant un effort physique. Et on va commencer par chercher à savoir comment les cellules produisent-elles leur énergie. Alors, la production d'énergie par les cellules, vous savez déjà comment ça se fait. On l'a vu au tout début d'année. Ça se fait par une réaction de respiration cellulaire qui utilise donc des nutriments, les glucides, les lipides par exemple, et du dioxygène, donc qui va être transformé en énergie par respiration cellulaire, qui va produire un déchet, le CO2. Donc l'énergie va être de deux formes, l'énergie mécanique, celle que la cellule musculaire va utiliser pour se contracter, mais également de l'énergie calorifique, c'est-à-dire de la chaleur, qui va être évacuée. C'est pour ça que quand vous faites du sport, vous avez chaud. Donc, lors d'un effort physique, lors d'un effort prolongé, il y a production d'énergie par respiration cellulaire à partir d'un nutriment et du dioxygène puisé dans le sang. Donc maintenant, on va chercher à savoir d'où viennent les nutriments que les cellules utilisent. Alors les nutriments, vous savez qu'ils proviennent des aliments, donc de l'alimentation. Donc lors de la digestion, ils vont être transformés en nutriments. Donc là, on va en prendre deux, par exemple, les glucides et les lipides. Et ces glucides et lipides vont être soit directement utilisés pour produire de l'énergie par respiration cellulaire dans les cellules, mais une partie d'entre eux ne vont pas être directement utilisés, puisqu'en fait, il y en aura largement assez pour les besoins du moment. Et donc, ces nutriments qui ne vont pas être utilisés vont être stockés dans des tissus de réserve. Et ces tissus de réserve vont permettre en fait la mobilisation de nutriments lors d'un usage ultérieur, par exemple pendant une activité physique qui va nécessiter de nouvelles productions d'énergie. Donc, les tissus de stockage, les tissus de réserve, vous les connaissez, hein. Alors, celui que vous connaissez peut-être le moins, c'est le foie et les cellules musculaires qui contiennent des réserves glucidiques. Alors, les muscles contiennent un petit peu aussi de lipides. Mais celui qui contient le plus de lipides, c'est le tissu adipeux, ce que vous appelez le gras habituellement. Et on peut même en profiter pour dire que d'ailleurs, l'obésité correspond à un excès de tissu adipeux. Donc, ces tissus de réserve ou tissus de stockage vont pouvoir être mobilisés en cas d'activité physique. Et en fonction de l'activité physique, on va avoir une utilisation différente de ces tissus de réserve. Par exemple, lors d'un effort, donc là c'est la dépense d'énergie relative, hein, qui dépend en fait de l'intensité de l'effort, et là c'est la longueur de l'effort, la durée de l'effort physique. Lors d'un effort plutôt intense mais de courte durée, on va plutôt utiliser des glucides, donc les réserves qui se trouvent dans le foie ou dans les muscles, tandis que dans un effort long, mais modéré, on va plutôt utiliser les lipides, donc les réserves qui sont stockées dans le tissu adipeux. Donc, on peut en profiter pour dire qu'une alimentation adaptée et une activité physique permettent de lutter contre l'obésité si on fait par exemple des efforts euh, longs mais peu intenses. Une notion sur laquelle on a passé rapidement, c'est le VO2 max. Donc on a vu que dans le sang, il y avait des nutriments qui étaient utilisés pour la production d'énergie, mais également du dioxygène. Eh bien là, le VO2 max correspond à la quantité de dioxygène maximale que l'organisme peut consommer pendant un effort physique. Donc là, on a un petit graphique qui nous représente l'intensité d'un effort physique, donc notamment par exemple la vitesse d'un tapis de course hein, sur lequel on va courir. Et ici, on va avoir le volume de dioxygène qui va être utilisé en litres par minute. Eh bien, on peut voir qu'un individu sédentaire va avoir un volume de dioxygène maximal qui va être moins élevé que quelqu'un qui va être sportif. Donc, pour rappel, sédentaire, c'est quand on fait peu d'activité, voire pas d'activité physique. Donc, en gros, la quantité de dioxygène, le volume de dioxygène maximum qu'on peut composer, qu'on peut utiliser lors d'un effort physique, c'est ce qu'on appelle le VO2 max, et ce VO2 max peut être augmenté par l'entraînement sportif. Donc le corps est capable de s'adapter au long terme à l'effort physique. Donc maintenant, on va chercher à savoir comment l'organisme fait-il pour apporter plus de nutriments et plus de dioxygène aux muscles durant un effort physique. Alors tout d'abord, d'où provient le dioxygène? Bon, ça vous le savez, le dioxygène il provient de l'air et il passe dans le sang par le biais des poumons au niveau des alvéoles pulmonaires qui vont effectuer des échanges avec de tout petits vaisseaux sanguins, les capillaires. Ces capillaires en fait proviennent du reste de l'organisme, enfin, ils envoient le sang qui provient du reste de l'organisme. Ce sang est
pauvre, enfin appauvri en dioxygène et enrichi en CO2. Et bien c'est au niveau de ces capillaires et de ces alvéoles que vont s'effectuer les échanges. Le sang qui est pauvre en dioxygène va s'enrichir avec le dioxygène de l'air qui est contenu dans les alvéoles pulmonaires, tandis que le CO2 qui est contenu dans le sang va passer, lui, dans l'air au niveau des alvéoles. Donc c'est ainsi que vont s'effectuer les échanges respiratoires dans l'organisme. Donc maintenant, on va chercher à savoir quelle est la quantité d'air qui circule dans les poumons. Alors, cette fameuse quantité d'air qui circule dans les poumons, c'est ce que ce qu'on appelle plutôt le débit ventilatoire, c'est-à-dire le volume d'air circulant dans les poumons par unité de temps, par exemple sur une minute. Pour pouvoir calculer ce débit ventilatoire, il nous faut déjà connaître la notion de cycle ventilatoire, ce que vous appelez en fait couramment une respiration. Mais le terme vraiment qu'on va utiliser, c'est le cycle ventilatoire. Il correspond à une inspiration plus une expiration. Donc chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, ça correspond à une ventilation ou cycle ventilatoire. Et à chaque fois que vous faites une ventilation, ou à chaque cycle ventilatoire, il y a une certaine quantité d'air qui circule dans vos poumons. C'est ce qu'on appelle le volume courant. Donc quand vous inspirez ou que vous expirez, vous avez un certain volume d'air qui circule dans vos poumons. Donc pour pouvoir calculer le débit ventilatoire, il va nous falloir également une autre notion, c'est la fréquence ventilatoire. C'est le nombre de cycles ventilatoires par unité de temps. En fonction du lycée dans lequel j'ai enseigné, on avait plus ou moins de matériel, et si on avait le matériel, on a pu faire une expérience de spirométrie, c'est-à-dire que vous avez mesuré le volume d'air qui circulait dans vos poumons en fonction du temps, par exemple au repos, et on peut voir ce genre de résultat après ce type d'expérience, où on a donc le volume d'air ici et le temps ici. Donc à chaque inspiration, il y a un certain volume d'air qui passe dans vos poumons, à chaque expiration, il en ressort. Donc ce volume d'air là, c'est ce qu'on appelle le volume courant. Et on voit ici sur le graphique à chaque fois les cycles ventilatoires ou les ventilations. Donc ici par exemple c'est un cycle ventilatoire. Eh bien la fréquence ventilatoire, c'est tout simplement ce nombre de cycles ventilatoires sur une unité de temps. Donc par exemple une minute. En moyenne, un individu lambda en une minute va avoir 14 ventilations, donc sa fréquence ventilatoire est de 14 ventilations par minute. Et le débit ventilatoire, eh bien on va pouvoir le calculer grâce au volume courant. Donc ici par exemple on voit qu'il est environ, allez on va arrondir, il est d'environ 0,5 litres. Alors le débit ventilatoire il est égal au volume courant, donc ici 0,5 litres, fois la fréquence ventilatoire. Donc on a dit qu'en moyenne pour un individu lambda, c'était environ 14 ventilations par minute. Donc si on fait le calcul, ça nous donne 7 litres par minute. Et si on fait cette expérience de spirométrie au repos et à l'effort, on peut obtenir ces deux graphiques différents. Donc là c'est au repos et là c'est à l'effort. Eh bien on voit qu'à l'effort, le volume courant augmente par rapport au repos, mais également la fréquence ventilatoire augmente. Donc puisque le volume courant et la fréquence ventilatoire augmentent, le débit ventilatoire va augmenter. C'est une adaptation physiologique à l'effort. On a besoin de plus de dioxygène, donc les poumons ventilent plus, et donc il y a plus de dioxygène qui va passer dans le sang. Et maintenant, on va justement chercher à savoir comment est-ce que ces nutriments et dioxygène vont arriver jusqu'aux cellules de l'organisme. Alors vous savez que ces nutriments et dioxygène sont transportés à l'organisme par le sang, qui va circuler dans tout un système sanguin. Et on va chercher déjà à savoir quels sont les éléments de la circulation sanguine. Alors vous savez qu'il y a différents vaisseaux, artères, veines et capillaires, qui sont représentés sur ce schéma. Donc on a une artère ici, on a une veine là, et on a des capillaires. Et on a ici représenté un organe, notamment un muscle, puisqu'on parle de l'activité physique. Les artères sont les vaisseaux qui vont du cœur vers les autres organes. Les veines sont les vaisseaux qui vont à l'inverse des organes vers le cœur. Et les capillaires sont les petits vaisseaux, très ramifiés et très fins, qui font le lien entre les artères et les veines, et c'est là où vont avoir lieu les échanges gazeux. Donc là, en l'occurrence, par exemple, au niveau d'un muscle, le sang riche en dioxygène va des artères du cœur vers l'organe, donc là le muscle, vont se ramifier en capillaires, où vont avoir lieu les échanges sanguins, et les capillaires vont se réunir en une veine qui va retourner vers le cœur. Et pour que le sang circule dans l'organisme, il faut une pompe. En l'occurrence, le cœur, vous le savez bien. Et bien justement, on va chercher à savoir comment le cœur fait pour mettre en circulation tout ce sang. Donc, on a effectué une dissection de cœur de porc ou de mouton en fonction du lycée
pour chercher à savoir comment était organisé le cœur, et on a vu que le cœur c'était un organe creux qui était composé de 4 cavités, donc 2 oreillettes et 2 ventricules. Et on a vu également que le cœur, il avait l'odeur, l'aspect et la couleur d'un steak. Bah, le steak, c'est un muscle, et si le cœur ressemble beaucoup à un steak, c'est parce que c'est également un muscle. Et un muscle, à chaque fois qu'il enfin, il a la capacité de se contracter, et le cœur, quand il se contracte, il va éjecter le sang qui est contenu, notamment dans les ventricules. Et on a pu voir que les oreillettes et les ventricules étaient en communication l'une et l'autre, tout comme les oreillettes sont en communication avec des veines. Donc là, en l'occurrence, là sont les veines caves. Et les ventricules sont en communication avec des artères. Donc là, en l'occurrence, l'artère pulmonaire. Ça va être la même chose de l'autre côté du cœur, hein, pour la partie gauche du cœur. Sauf que l'artère, ça va être la aorte et que les veines sont les veines pulmonaires. Donc à chaque fois que le cœur va se contracter, on a vu qu'il va éjecter du sang par les artères. On a vu que le cœur ne pouvait pas éjecter du sang dans l'autre sens à cause de petits clapets, les valvules, qui vont se trouver par exemple entre les oreillettes et les ventricules, ce qui impose une circulation à sens unique du sang dans l'organisme. Et vous avez également pu voir donc qu'il y avait en fait 2 cœurs, entre guillemets, un côté droit et un côté gauche, qui ne sont pas du tout en communication tous les deux. Ce qui va imposer 2 circulations, une pulmonaire et une systémique, ce qu'on va détailler juste après. Donc, celle que vous connaissez très bien comme circulation, c'est la circulation systémique, où le sang part du ventricule gauche du cœur, passe dans l'aorte et va aller donc à travers tout un système de vaisseaux artériels, irriguer les différents organes de l'organisme. Donc par exemple les muscles, le cerveau, les intestins, etc. etc. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans l'autre schéma, les vaisseaux capillaires qui effectuent les échanges avec les organes vont se réunir en veines, et le système veineux va se réunir en plusieurs veines qui vont retourner vers le cœur, donc vers la partie droite du cœur. Ces vaisseaux contiennent du sang qui est appauvri en dioxygène, puisque les organes l'ont utilisé, ce dioxygène. Et donc il va bien falloir réapprovisionner ce sang en dioxygène, et c'est là qu'on va voir intervenir la deuxième circulation, la circulation pulmonaire, le sang qui retourne dans le cœur, donc via les veines caves et qui vont arriver dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit, vont être éjectés dans l'artère pulmonaire qui va aller irriguer les poumons. Et là, c'est au niveau des poumons que le phénomène inverse va s'observer. Les capillaires vont se charger en dioxygène au niveau des poumons, comme on l'a vu tout à l'heure, puis se réunir dans une veine pulmonaire qui, elle, donc, va contenir du sang riche en dioxygène, retourner dans l'oreillette gauche du cœur, qui va ensuite permettre l'éjection dans les artères et irriguer le reste de l'organisme. Donc maintenant, on va chercher à savoir quelle est la quantité de sang qui est pompée par le cœur. Donc c'est ce qu'on appelle le débit cardiaque, ou volume de sang éjecté par le cœur par unité de temps. Pour le calculer, on a besoin de savoir quel est le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire le volume éjecté par le cœur lors d'une contraction, et également la notion de fréquence cardiaque, donc le nombre de battements du cœur par unité de temps. Eh bien, ce débit cardiaque est égal au volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Et on a vu que la fréquence cardiaque au repos, elle est d'environ 70 battements par minute pour un individu lambda, et le volume d'éjection systolique est d'environ 80 ml. Si on fait le calcul, donc débit cardiaque égale volume d'éjection systolique fois la fréquence, et ben ça nous donne environ 5 litres par minute. Tandis qu'à l'effort, on a vu que la fréquence cardiaque augmentait et que le volume d'éjection systolique augmentait aussi, ce qui fait augmenter finalement le débit cardiaque. Et donc ça, c'est une adaptation physiologique à l'effort. L'organisme a besoin de plus de dioxygène et de nutriments pendant un effort physique, donc il faut envoyer plus de sang, donc le débit cardiaque augmente. Donc en conclusion, les cellules produisent de l'énergie par respiration cellulaire à partir de dioxygène et de nutriments puisés dans le sang. Lors d'un effort, les cellules musculaires ont besoin de plus de nutriments et de dioxygène. Pour pallier à ce besoin, les poumons approvisionnent le sang en dioxygène, et à l'effort, le débit ventilatoire augmente, et donc augmente l'approvisionnement en dioxygène. Mais il faut bien que ce dioxygène arrive au reste de l'organisme durant un effort, donc le cœur met en circulation le sang en le pompant, et à l'effort, le débit cardiaque augmente, ce qui augmente donc l'approvisionnement des cellules en nutriments et dioxygène. Il y a donc des adaptations physiologiques lors d'un effort physique. Il en existe encore d'autres, la sudation par exemple, qui permet l'évacuation de l'excès de chaleur pendant un effort physique.
Voilà, c'est tout pour ce chapitre. Bon courage.